Éric Emmanuel Schmitt est l'un des auteurs francophones les plus lus dans le monde. Il a vendu plus de 20 millions d'exemplaires et ses pièces de théâtre sont jouées dans plus de 50 pays. Romancier, essayiste, dramaturge, réalisateur, comédien, philosophe, Éric Emmanuel Schmitt est un créatif depuis sa plus tendre enfance, durant laquelle il rejouait les films de Walt Disney. Cette année, cet éternel créateur, qui a toujours un ouvrage en cours, publie Juste après Dieu, il y a papa. Éric Emmanuel Schmitt est l'invité d'À travers le miroir cette semaine. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt, Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à travers le miroir, c'est un honneur de vous recevoir. Pendant une demi-heure, on va donc découvrir un peu comment vous êtes devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui. Vous savez, il y a une consigne dans cette émission, c'est on ne se regarde donc que à travers ce miroir. Et avant de revenir sur votre parcours, j'ai déjà envie de vous demander, le miroir, est-ce que c'est un objet familier pour vous, un objet que vous avez appris à apprivoiser avec le temps ou au contraire que vous évitez? J'avoue que j'évite parce que j'ai un rapport hygiénique simplement au miroir. Je vérifie que tout va bien. C'est pas par absence de narcissisme, parce que je pourrais me trouver pas assez bien, ça serait du narcissisme. C'est juste que j'ai jamais vu le rapport entre ce que je vois de moi et ce que je suis. Qu'est-ce que vous voyez de vous? Ben moi, c'est... Oh là là. J'ai l'impression d'être un peu plus fin que ce que je vois. Parce que voilà, moi, je suis quelqu'un qui a des traits francs, qui est très massif, etc. Et en fait, je pense que je suis plutôt sensible, et puis avec un sens des nuances, etc. Et la personne que je vois... Alors après, les gens vont me dire, oui, mais c'est ça qui fait ton charme, parce que, etc., etc. Justement, tu es beaucoup plus sensible et fin que ce que tu as l'air d'être. Mais moi, j'ai surtout le premier effet, quoi. Je me dis, mais non, quand même, c'est pas ça. Vous avez l'impression d'avoir une espèce de dysmorphobie, quelque chose comme ça, un peu? Je pense que c'est pas pathologique non plus, hein, parce que ça va, je me tolère bien, etc. Mais j'ai plutôt cette idée que c'est sans doute l'addiction des deux qui doit vraiment être ce que je suis. C'est-à-dire que cet aspect solide, carré qu'il y a dans mon physique, il est aussi quelque part dans ce que j'écris, dans ma formation intellectuelle, etc. Donc ça dit une de mes vérités, mais pas toutes. Voilà. Il y a aussi ce côté souriant que vous avez tout le temps. Oui, alors ça, j'y suis pour rien, je veux dire, c'est une espèce de disposition, d'abord c'est une éducation aussi, mais c'est une espèce mais je suis heureux de vivre. Moi je me lève le matin, je sais qu'il y a des gens quand ils se lèvent, ils râlent, ils sont fatigués, etc. Moi il n'y a pas un jour où je me lève et la première pensée, j'ai ah quel bonheur. C'est toujours le bonheur d'être là, Le d'être bonheur en vie. d'être là, le bonheur d'ouvrir ses volets ou de tirer ses rideaux. Le bonheur on sait qu'on a des rendez-vous dans la journée, qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela. Je suis extrêmement attiré par tout ce qui m'attend. Et vraiment, oui, oui, j'ai un appétit vraiment constant de ce que j'ai à faire, y compris en termes de travail. Et je crois que c'est pour ça que, alors que je pourrais tout à fait m'arrêter d'écrire, enfin je pourrais pas, non, justement, mais que j'ai pas besoin j'ai pas de besoin financier. Et ça change strictement rien à ma conduite de vie qui est ailleurs, qui est dans le plaisir d'exister, de voyager, de rencontrer, de décrire, d'imaginer. Si je vous dis l'émerveillement, c'est? L'émerveillement, c'est la faculté de reconnaître ce qui est et en plus de s'en étonner comme si ça n'allait pas de soi et de remercier d'être en face de ça. Il y a une action de grâce dans tout émerveillement. Et je crois qu'il faut... C'est ce que j'avais fait dire à un de mes personnages, le petit Oscar, dans Oscar et la Dame Rose. Il disait vivre chaque jour comme si c'était la première fois. Et pas comme si c'était le dernier, alors. Il ne veut surtout pas. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, c'est Tolstoï qui nous dit ça. Et moi, c'est vivre chaque jour comme si c'était le premier. C'est-à-dire en s'étonnant, en luttant contre l'illusion de déjà connaître, parce que rien n'est jamais pareil, luttant contre l'effet de répétition,
et en étant complètement disponible au monde, disponible à l'instant, disponible à la personne qui vous parle, disponible à ce qui va se produire. Est-ce que c'est aussi une manière de rester jeune, alerte? Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez aussi ou pas trop? Non, ça je cherche pas parce que pour moi l'âge c'est vraiment une abstraction, c'est un truc que raconte mes papiers, ma carte d'identité, mais comment peut-elle dire une chose pareille? Je veux dire, Vous ne les avez pas vus ces années non plus passer? non, parce que non parce que tout a été plein. J'ai toujours eu une vie extrêmement pleine. Donc les gens disent le temps passe vite, je dis bah non. Parce que on passe tout le temps d'un truc différent à quelque chose de différent. Plus même moi, même dans mon métier, entre guillemets, je me mets en danger. Cette semaine, j'étais à Paris, j'étais à la Philharmonie, à la scène musicale. Je disais un texte avec un orchestre symphonique. Dans 3 jours, je suis en Chine, où je fais une grande tournée. Puis je vais monter sur scène. Puis après, je vais faire tourner un film. Puis au milieu de tout ça, je vais écrire. Puis j'ai ma vie de famille. Je suis un jeune papa. Ah non, et comment c'est plein, plein, plein. Si je vous montre cette photo, qu'est-ce que vous pensez à cette époque? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord qui sont les personnes qui sont sur cette photo? Ah, eh bien, écoutez, c'est une photo de ma petite enfance, hein, bien sûr. Et là, moi, je suis là. Et puis, ma cousine, Christine, qui est vraiment dans mon cœur à chaque instant. Et on est toujours aussi intime qu'à l'époque et ici. Et là, ce sont mes 2 grands-parents. Et là, vous avez sans doute l'homme que j'ai le plus aimé au monde, qui est mon grand-père. Mon grand-père François, et puis ici, il y a ma tante Josette, mon oncle Georges, ma mère et ma sœur. Donc c'est mon père qui prend la photo parce qu'il n'est pas sur... Ah ben non, il est là. C'est pas mon oncle. C'est parce que j'ai pas mes lunettes. Et puis ça, c'est ma grande sœur, Florence. Et C'est un moment qui est empreint de nostalgie et de bons souvenirs pour vous, cette période-là de l'enfance, ou pas? moi, j'ai aimé toutes les périodes de ma vie, à part l'adolescence. Ouais. Oh là là, j'ai détesté ça. Enfin, Ouais. une fois, ça suffit. Hein. Et non, non, autrement, j'ai aimé toutes les périodes de ma vie. Je suis pas du tout un être nostalgique. Mhm. C'est-à-dire, en fait, je fais autre chose par rapport à la nostalgie. C'est-à-dire que je pratique ce que j'appelle la nostalgie à l'avance. C'est-à-dire? Eh ben, quand je vis quelque chose, je me dis, tu sais, un jour, tu vivras plus ça. Ça va disparaître. C'est un peu triste, Non. non? C'est comme le sel qui est un exauceur de goût. Cette idée que cet éphémère est un exauceur d'intensité. D'accord. Je ressens encore plus le présent en sachant qu'il est fragile, qu'il est friable et qu'il va devenir du passé. Mhm. Donc c'est pour ça, c'est ce que j'appelle la nostalgie à l'avance. C'est une façon de savourer absolument le présent. Et comment vous êtes en étant enfant? Est-ce que vous êtes un petit garçon, il paraît déjà assez créatif? Oui, je sais, j'ai pas de regard sur moi enfant, je sais pas. Je pense que j'étais à la fois contemplatif et créatif, mais je pense que je suis un peu toujours comme ça. Euh, Cette musique, est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Tout le monde veut devenir un cat. De chaque côté des cats. retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué, n'est-ce pas, si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Il paraît que vous vous amusiez justement avec votre cousine à rejouer Oui, oui, les oui. Disney et Oui. surtout les Aristochats. Oui, oui, oui. Avec ma cousine, on prenait nos albums Disney et on les enregistrait sur un gros magnétophone à bobine, en faisant toutes les voix. Ce que je fais aujourd'hui, toujours en enregistrant mes livres, puisque tous mes livres ont une version audio libre. Vous voyez, ma vie est une enfance prolongée. Je n'ai jamais quitté. Mais oui, oui, on faisait ça. Et c'est vrai que j'étais fou des films de Walt Disney. Et quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je répondais Walt Disney. Bon, Ah oui. ça c'est raté. Bon, vous racontez des histoires quand même. Oui, je raconte des histoires. Et j'espère, je crée des émotions. Mais, mais à l'époque, pour moi, quelqu'un qui raconte des histoires, c'était Walt Disney, quoi. En fait, c'est pour ça que je disais Walt Disney. C'était le terme générique qui allait s'affiner par la suite. Mais oui, oui, j'ai toujours adoré le son de la langue, raconter les choses avec une voix.
Pour moi, c'est très important. Toute littérature, pour moi, est orale, enfin musicale. J'entends. C'est aussi donc une vraie musique d'écriture. Quand vous écrivez, vous entendez cette musicalité? Je recherche ma musicalité ou la musicalité de la phrase que je dois faire. Oui, toujours. Les musiciens me disent toujours d'ailleurs, quand je leur dis, oh là là, moi j'aurais tellement aimé écrire de la musique, ils me répondent, mais tu écris de la musique quand on te lit, on entend la musique, tu fais sonner la langue, etc. Ah oui, c'est extrêmement important. Est-ce que vous avez mis du temps à la trouver, cette musicalité? Parce qu'il paraît qu'un de vos professeurs, notamment, disait on arrive à voir qui tu es en train de lire à la manière dont tu écris. Oui, j'avais 13 ans. J'ai un merveilleux professeur de français qui s'appelait Monsieur Barnet, que j'ai vu jusqu'à sa mort d'ailleurs après, et qui m'a suivi, qui était tellement heureux de voir mes débuts en écriture. Et le succès que je remportais vite, ça le réjouissait comme mes propres parents. Et ce professeur merveilleux allait voir ma mère en salle d'épreuve, parce qu'elle était professeure d'éducation physique dans le même lycée. Et il disait, Eric, il n'est pas en train de lire Alphonse Daudet. Alors ma mère rentrait de soir, elle me disait, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je disais, Alphonse Daudet. Ah, elle confirmait. Il n'est pas en train de lire Saint-Exupéry. Qu'est-ce que tu lis, Saint-Exupéry? En fait, comme des gens doués, j'imitais. Et donc j'étais une éponge qui s'imprégnait totalement de la manière d'écrire des auteurs que j'ai. Et quand j'écrivais, tout d'un coup, je reproduisais ça. Alors, c'est un don, mais alors ça m'a effrayé. Parce que plus tard, quand j'avais 25 ans, 26 ans, je continuais à pouvoir imiter n'importe quel... D'ailleurs, aujourd'hui encore, je peux vous faire un faux Chateaubriand, un faux Molière, un faux Proust. Un faux Diderot? Oui, mais je fais ça souvent dans la vie. L'autre jour, j'ai fait une fausse lettre de Madame de Sévigné pour mon festival de la correspondance à Grignan, justement, où était Madame de Sévigné. Non, je fais ça. Et je me suis dit, mais où est ta voix? Où es-tu, toi, qui imites si facilement? Et j'avais cette phrase de Jean Cocteau dans la tête qui disait « À force de faire le caméléon, on finit par mourir d'étouffement sur une couverture écossaise. » C'est-à-dire, si on ne trouve pas sa voix, si on ne trouve pas sa couleur, eh bien, on va mourir. Et donc, c'est vrai que j'ai cherché ma musicalité naturelle et non pas un truc que je fabriquais, parce que je savais fabriquer. Et j'ai découvert que je n'étais pas forcément l'écrivain que je voulais être. J'aurais rêvé. Vous rêviez de qui? Qui était votre modèle absolu? Non, mais moi je voulais de Paul Claudel, je voulais être un grand lyrique, etc. Et puis en fait, j'ai une écriture très fine, très précise, plutôt limpide, etc. Bon, il faut. Deviens ce que tu es, c'est l'impératif auquel on est soumis, pourvu que ce soit en montant. Et donc, vous avez quand même vécu très rapidement de votre plume, parce que bon, vous avez fait vos études normales sup, vous avez étudié la philosophie, vous avez donné cours aussi de philosophie. Je crois que vous avez beaucoup aimé votre période aussi. Moi, j'ai adoré enseigner la philosophie. J'ai enseigné très peu de temps, 4 ans à la fac et 1 an au lycée. J'adorais ça. Je vois toujours mes anciens élèves d'ailleurs. Et parfois, ils arrivent, ils ont des cheveux blancs. Je dis, erreur, ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Ils ont encore des cheveux, c'est déjà ça. Oui, moi, à 18 ans, je les avais déjà plus, donc c'est pas pour moi un signe de vieillissement. Mais oui, j'ai adoré enseigner, et puis il se trouve que dès ma première pièce, je commençais à être joué dans le monde entier, mais à ma deuxième, j'étais vraiment joué partout dans le monde. Et donc j'ai pu quitter l'éducation nationale, la fac, et tenter de vivre de ma plume. Est-ce que vous arrivez à profiter de ce moment-là? Est-ce que vous vous rendez compte à cette époque déjà, dès le départ, que vous êtes populaire, que vous arrivez aussi un peu à faire cette synthèse entre le grand public et la critique? Oui, j'ai vécu chaque moment de ma vie en y réfléchissant et en même temps en le vivant, très intensément. Être découvert, c'est une chose merveilleuse, etc. Et quand ce que vous évoquez, c'est-à-dire être justement à la fois être lu par des intellectuels et par un public pas intellectuel, mais intelligent, c'est dans mon équation familiale. C'est-à-dire que la photo que vous montriez, je me disais, il faut que ce que j'écris puisse être à la fois lisible pour mes grands-mères et pour mes amis.
mes grands-mères qui étaient des femmes qui avaient quitté l'école à 14 ans, avec un certificat d'études et qui avaient dû travailler parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais qui ont lu toute leur vie parce qu'elles aimaient lire, mais elles n'ont pas eu droit à la culture. Et puis, quand je parle de mes amis, c'est comme moi des normaliens, des intellos, des agrégés de ceci et de cela, des docteurs, et qui, eux, ont eu le privilège de pouvoir faire des études. Et je me suis dit, il faut que je trahisse aucun des deux. Il ne faut pas que je trahisse l'endroit d'où je viens, ni l'endroit où je suis arrivé. C'était vraiment une tension mentale que j'avais. Et c'est une vraie force aussi. C'est devenu une force. C'était d'abord une tension, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup d'écrivains qui sont dans ces cas-là. Souvent, quand c'est de la littérature, entre guillemets, populaire, c'est mal vu par la critique, comme si il ne fallait pas vendre beaucoup de livres, en fait, pour être apprécié. Oui, c'est des idées simples. Évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe. Dans l'histoire, il y a eu des écrivains qui ont connu le succès de leur vivant, puis des écrivains qui n'ont connu qu'après leur mort, et puis il y a eu des écrivains qui ont connu le succès de leur vivant et puis qui ne sont plus lus, et puis d'autres qui ont connu le succès de leur vivant et qui sont toujours lus, voire encore plus. Il n'y a pas de cas de figure. C'est pour ça les idées simples, il faut s'en méfier. Il y a tous les cas de figure. Mais effectivement, cette tension intérieure que j'avais, elle m'a permis de trouver l'endroit où je suis, effectivement. Alors évidemment, dans votre parcours, il y a les romans, mais il y a également les pièces de théâtre, certaines qui sont devenues des films. Je vais vous montrer cette photo et je voudrais savoir quelles sont les pensées qui vous viennent. Une immense tendresse. C'est Daniel Darieux. Et Dieu sait que j'ai eu de la chance. Moi, j'ai été joué par Belmondo, par Delon, par Charlotte Rampling, par Bernard Giraudot, Annie Dupéret, enfin des gens, et puis des gens pas connus qui étaient. Mais elle. Donc elle jouait à Oscar. À 87 ans, elle a fait un seul en scène. Son premier seul en scène à 87 ans, et c'était Oscar et la Dame Rose. Et elle était ce qu'elle voulait, la vieille dame ou l'enfant de 10 ans. Comme elle voulait. Elle avait le don du naturel. Quand elle disait quelque chose, une phrase de moi, je pensais qu'elle l'inventait. Tellement c'était naturel. Le sens de l'évidence absolue, comme la musique de Mozart. Oui. Pas évident. Elle avait ça. Elle avait une grâce. Et puis elle n'était pas pathétique. C'est pour ça que j'étais allé vers elle. Elle racontait une histoire terrible, celle de cet enfant malade, mais sans pathos. Elle avait la lumière de l'enfant en elle, puis la lumière de la Dame Rose. Donc c'était encore plus bouleversant parce que c'était pas pathétique. On en revient au côté de l'émerveillement, oui, à nouveau. Oui. Mais Daniel Darieux, elle savait s'émerveiller. Un jour, je lui ai dit, c'est quoi pour toi le bonheur, Daniel? Parce qu'à 87 ans, elle était toujours heureuse. Elle est morte à 100 ans. Hein. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Même pas 10 ans. Exactement. Et malheureusement, j'étais au Brésil quand elle est morte. Je n'ai pas pu être à son enterrement. Et je lui ai dit, c'est quoi le secret du bonheur pour toi? C'est quoi le bonheur? Pas le secret, qu'est-ce que c'est le bonheur? Et elle me répond, c'est ouvrir mes volets le matin et les fermer le soir. C'est-à-dire accepter le jour et accepter la nuit. Donc être intensément là à chaque instant. Et c'est aussi simple que cela. C'est joliment dit d'une façon poétique. C'est une femme qui avait qui avait cette intelligence profonde de la vie. Je crois que c'est ce qui l'a amené à 100 ans aussi. Si vous voulez vivre et heureux jusqu'à 100 ans, sachez savourer comme ça chaque instant de l'existence. Vous me parlez de savourer, il paraît que vous êtes un grand gourmand, Éric Emmanuel. Non, ça ne se voit pas, j'ai un physique tellement ascétique. Il paraît que quand vous écrivez, il y a des petites choses que vous aimez bien grignoter, éventuellement, qui sont sur cette table. Exactement, alors le chocolat, bien sûr, qui est ma deuxième carte d'identité belge. Il faut que je vous raconte une anecdote. Une fois, c'était après des attentats à Paris. Je vais avec une productrice, Chloé Grunewald, et je vais à France Télévisions, on avait rendez-vous. Et puis évidemment, les filles de l'entrée, elles nous reconnaissent, mais elles disent « On est désolé, on est obligé de vous demander vos papiers, parce qu'à cause des attentats, les mesures de sécurité. » Alors moi, je sors de mon sac une tablette de chocolat en disant « Eh bien voilà, je suis belge. » Et ma copine française sort de son sac un flacon d'antidépresseur et dit « Moi, je suis française. »
effectivement, c'est meilleur Ça résume tout. le chocolat que... Et c'est un antidépresseur, mais naturel. Et votre antidépresseur aussi, c'est de travailler tout le temps? Ah oui, clair. Oui. Non, mais moi j'aime le travail. J'aime le travail. Et j'aime l'excellence. Il paraît que vous êtes très dur envers vous-même. Oui. Que vous l'êtes aussi du coup exigeant, en tout cas envers les autres. Mais je ne suis pas dur avec les autres, mais je suis dites toujours exigeant. de manière assez ronde. Ah, je vois que vous avez parlé avec mes proches. Oui, je n'aime pas les approximations, j'aime pas les choses à moitié faites. Non, c'est... Oui, je suis petit-fils d'artisan. Mon grand-père était joaillier, sertisseur. Il réparait les bijoux, il insérait les diamants dans les chatons, etc. Enfin, et les turquoises, etc. Il y avait des choses précieuses qui lui passaient entre les mains, mais lui n'était pas riche. Et je le voyais passer des heures à faire le mieux possible ces choses-là. Et c'était un idéal de travail. Je me suis dit, il faut toujours faire les choses bien, autrement on ne les fait pas. Et vous arrivez à être satisfait à un moment donné, ou vous avez toujours tendance à remettre le travail sur l'ouvrage? Oui, satisfait, rarement complètement. Il y a un moment, il faut que je m'arrête, quoi. On me dit de m'arrêter. On vous dit? On me dit de m'arrêter. Parce qu'il faut imprimer le livre, il faut... voilà. Alors évidemment, là, vous sortez un nouveau roman. Vous faites une petite parenthèse dans votre grande épopée de l'histoire de l'humanité, avec juste après Dieu, il y a papa, donc qui est notamment sur l'histoire de Mozart. Moi, j'ai envie de vous faire écouter ceci. Est-ce que ce morceau vous dit quelque chose? Et Incarnatus Est de la messe en ut de Mozart. C'est un de mes morceaux préférés. On va attendre la chanteuse. Elle va chanter Et Incarnatus Est, c'est-à-dire et il est venu incarné. Et elle va, pour moi, c'est quand je ne croyais pas en Dieu, c'était déjà un chant de reconnaissance de l'existence. Du sacré? Oui, au-delà du sacré de que Dieu. représente la vie, exactement, et la personne humaine. Et puis c'est vrai que maintenant, c'est coloré aussi par l'ajout de ma foi qui m'est venu vers 28-29 ans. Et donc ça dit aussi quelque chose d'essentiel. Il est venu, il s'est incarné. Il faut qu'on vive dans ce souvenir. Et il faut qu'on apprécie le fait d'être nous, on est là après, mais il faut se souvenir de ça. Et voilà, c'est là qu'elle le chante. C'est pas du chant, c'est de la lumière, c'est fou. Vous dites aussi que en plus, c'est une Mozart très vous très a belle sauvé. interprétation. Oui. C'est Arline Auger, je suis Oui. sûr. Oui, tout à Donc, fait. je reconnais entre mille. Et c'est Bernstein Ouais. qui est effectivement à l'orchestration. En quoi Mozart vous a sauvé? Vous le dites pour l'instant, à chaque fois quand vous parlez de ce livre, que c'était vraiment ce qui vous a aidé à passer cette période de l'adolescence. Oui, c'est une période très sombre. C'est le seul moment sombre de mon existence. Après, j'ai eu d'immenses chagrins, j'ai connu des pertes épouvantables, parfois dû affronter des maladies et des choses. Mais le moment sombre de mon existence, c'est mes 15 ans. Où tout d'un coup, vraiment, je voulais vraiment quitter cette terre, quoi. Je ne comprenais pas ce que je faisais là, pourquoi tout ça est destiné à devenir poussière, pourquoi est-ce que je ferais des études alors qu'un jour je vais mourir, pourquoi est-ce que je continuerai à travailler mon piano alors que un jour ça va s'arrêter, pourquoi, tout était dépourvu de sens. Puis ce corps qui jaillissait là. Et oui, et puis voilà, une professeure de musique emmène 5 élèves à des répétitions, une noce de Figaro, l'Opéra de Lyon, et puis une femme rentre sur scène et se met à chanter. Voilà, c'était guéri. Guéri. Et définitivement en plus. Guéri par la beauté. C'est beau. Oui, je me suis dit, s'il y a des choses aussi belles que ça, je reste. Et ça conditionne toujours mon rapport au monde. Je
je reste parce qu'il y a plein de choses que je vais découvrir. Et je suis simplement triste à l'idée que oui, un jour forcément je vais disparaître, mais ça je l'ai accepté. Puis en plus je pense que nous sommes promis à l'éternité, pas à l'immortalité, mais à l'éternité. Mais je disparais. Mais alors zut, tous les grands musiciens qui viendront après, tous les grands peintres, tous les grands écrivains je ne les lirai pas. Donc je ne les connaîtrai pas. Donc ça c'est une chose, j'aime pas trop y penser. Pour le reste, je suis à peu près en accord avec ce qui va se passer. Il y a aussi une nouvelle aventure que vous vivez depuis peu, c'est celle de la paternité. Ça vous manquait? C'était un vide en vous? Oui, il y avait un trajet fait d'obstacles, de ratés, de choses très tristes. Et tout d'un coup, voilà, c'est là. C'est quoi? C'est la transmission aussi qui a été importante pour vous ou ça va au-delà de ça? Alors, moi, j'ai toujours vécu avec l'idée que j'avais beaucoup plus d'amour à donner que ce que j'arrivais à donner. Et pour moi, les enfants, voilà, ils reçoivent ce surplus d'amour. Et puis, oui, transmettre. Ma grande émotion, ça a été que ma fille, le premier mot qu'elle a prononcé, c'est papa. Bon, c'est bien. T'es intelligente, ma fille, t'as compris comment ça allait fonctionner. Mais le deuxième mot qu'elle a prononcé, c'est beau. Vous voyez, pour un enfant guéri par la beauté, par Mozart, c'était dans le jardin. On regardait le jardin et elle a dit beau. Puis après, on est rentré à la maison, je lui ai joué du Bach et elle a redit beau. Et elle est dans ce rapport-là au monde. Elle fait attention à ce qui est beau. Les objets, les vêtements, la lumière. Elle est folle de la lumière. Vous vous rendez compte, moi j'ai une fille qui est folle de la lumière. Vraiment, c'est ma fille, quoi. Parce que moi, c'est pareil. Et donc voilà, et je me dis, bon, déjà, j'ai fait passer quelque chose. Sans m'en rendre compte, ce rapport au monde d'émerveillement. Est-ce que vous pensez aussi parfois au fait que d'être devenu un papa tard, sur le tard, ça veut dire aussi que vous n'allez pas pouvoir forcément l'accompagner ça j'y pendant pense. très longtemps? Non, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps et je me dis, donc ça me donne encore plus de devoirs, c'est-à-dire qu'il faut que je la construise, je l'ai construise, elle est mon fils, solidement, pour qu'il soit capable d'affronter la vie, qu'il soit bien construit. Donc ça me donne une pression supplémentaire. Et en même temps, je pense au passé, nos ancêtres perdaient leurs parents très jeunes. Parce que c'est rare qu'un homme passe les 40 ans. Hein. Oui. Et je me souviens d'un cardiologue me disant, de toute façon, un homme au-delà de 40 ans, c'est du bonus. J'ai changé de cardiologue. Vous avez bien fait. Et puis en plus, il m'avait dit une phrase sur le chocolat. Il m'avait dit, vous mangez du chocolat, monsieur Schmudo? Je dis oui. Et il me dit, mais combien? Un carré par jour? Je lui dis, attendez, l'unité, c'est pas le carré, c'est la tablette. et il me dit, il faut changer. Je lui dis, je peux changer de cardiologue aussi. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous avez fait plutôt que d'arrêter de manger du chocolat? Oui, non, mais maintenant, depuis que les enfants sont là, je prends soin de ma santé. Alors qu'avant, comme j'ai une bonne santé, j'étais un peu indifférent à tout ça. Et bien sûr, mais en même temps, l'ombre portée par cette réflexion abstraite qui considère l'âge ne change pas la lumière du présent. Quelle est la valeur que vous avez envie de leur transmettre, vraiment celle qui restera à travers eux, à travers les années? L'amour de la vie, l'amour de la beauté. Et puis peut-être, j'espère, et ça j'ai peur par contre de leur faire un drôle de cadeau, le goût de l'excellence. C'est un cadeau empoisonné? Ouais. Moi je l'ai reçu, je l'ai reçu de mes parents, qui avaient le goût de l'excellence. Ils étaient des sportifs de haut niveau. Oui. Donc un sportif de haut niveau, ça sait ce que ça fait, hein. C'est pas un sportif du dimanche. Ma mère était championne de France et son record a mis 20 ans à être battu. Elle n'en tirait d'ailleurs aucune fierté. Moi j'ai été fier pour elle. Et vous êtes fier de vous aujourd'hui? Mes parents étaient fiers de moi. Moi, je ne suis pas dans ce rapport-là avec moi-même. Je suis en train de faire. Ce qui compte, c'est ce que je fais et que j'essaye de faire bien.
Mais je sais que je vais projeter ça sur mes enfants, c'est-à-dire si on fait quelque chose, on le fait bien. Hein, autrement, on ne prétend pas qu'on le fait. J'aime pas les gens qui prétendent qu'ils font quelque chose et qu'ils le font mal, qu'ils ne se rendent pas compte. C'est le seul moment de ma vie où je peux être un peu dur. Parce que je suis quand même quelqu'un d'extrêmement tolérant, compréhensif, etc. Mais quand quelqu'un croit bien faire alors qu'il ne s'en donne pas les moyens et qu'il ne le fait pas, je prends vraiment sur moi pour continuer à être aimable et à ne rien dire, etc. Mais si la personne m'ouvre la possibilité de le dire, je vais le prendre et je vais lui dire, alors maintenant je vais t'expliquer. Tu n'es pas du tout en accord avec tes désirs. Tu n'es pas adéquat à tes désirs. Tu te racontes des choses fausses sur toi. Et il ne faut pas. Alors, soit tu vas au bout de ton désir, soit tu changes de désir. Mais la position où tu es, elle est mauvaise. Là, je peux vraiment, c'est un des rares points, je me méfie de moi-même, quoi. Donc, la plupart du temps, je ne dis rien, je ferme ma gueule, je ferme beaucoup ma gueule, par respect de l'autre, simplement. Puis bon, si les gens aiment vivre dans quelque chose d'indistinct, où ils croient que, c'est leur choix. Et s'ils sont bien avec ça, moi, je ne pourrais pas être bien avec ça. Donc toujours aller au bout des choses pour être aussi finalement quand même un petit peu fier de ce qu'on a fait, ou en tout cas de se dire qu'on a fait de son mieux. Et ne pas avoir honte, et puis surtout ne pas être vaniteux. Moi, je veux bien qu'on soit orgueilleux, mais pas vaniteux. Orgueilleux, c'est être fier de ce qu'on est capable de faire. Vaniteux, c'est croire qu'on a fait quelque chose qu'on n'a pas fait. Et qu'on a une valeur qu'on n'a pas. Ça, alors, la vanité, je la hais, comme je hais l'arrogance, etc. Mais l'orgueil, il n'y a rien de plus sain. Et puis la modestie et l'ambition, c'est aussi quelque chose de très très sain. Rien de grand n'a été fait par modestie. Tout ce qui est grand a été fait par ambition. C'est vrai. Alors il faut être ambitieux, et puis alors après totalement modeste pour se juger et pour aborder les autres. Mais il faut être ambitieux. Eh bien, ce sera le mot de la fin, alors ambitieux. Merci beaucoup, Éric-Emmanuel Schmitt, d'avoir participé à l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai dit beaucoup de choses. Il faut vraiment que je revoie cette émission pour savoir si je ne me suis pas trop lâché.